Mais d'abord, direction les États-Unis au lendemain de Thanksgiving, journée de fièvre acheteuse. Bonsoir, Maryse Burgot. Des millions d'Américains qui se ruent dans les magasins, c'est normal. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Black Friday. Oui Marie, le Black Friday, c'est-à-dire le vendredi noir, parce qu'aujourd'hui, ici, les magasins sont noirs de monde. Et cette année, comme chaque année, des millions d'Américains se sont précipités pour faire les soldes dès l'ouverture des magasins. Des millions d'Américains, dont certains consommateurs qui se battent entre eux pour certains articles. Alors il y a un endroit aujourd'hui où il y aura particulièrement la foule. C'est dans le plus grand centre commercial des États-Unis, c'est dans l'État du Minnesota. Nous avons visité pour vous ce temple de la consommation, image signée Régis Massini. C'est le site le plus visité aux États-Unis. Avant la Statue de la Liberté, avant le Grand Canyon, un gigantesque centre commercial dans la banlieue de Minneapolis, 115 000 visiteurs par jour et un directeur qui surfe sur une astuce commerciale, le mélange du shopping et du loisir. Ça va tellement au-delà du shopping. Il y a ici 520 magasins, mais aussi la plus grande fête foraine du monde, le plus grand aquarium souterrain de la planète. Nous avons un golf miniature. C'est simple, tout ce que vous voulez, vous l'avez ici. Un paquebot de la consommation avec spectacle quasi permanent. Ce jour-là, ambiance boîte de nuit et maquillage gratuit. C'est intéressant. Il se passe toujours quelque chose. Et mon bébé aime bien regarder, c'est chouette. 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an et une surface doublée l'an prochain. L'équivalent de 130 terrains de football. Un concept étourdissant de rentabilité. Nous, ce qu'on aime, ce sont les attractions, mais ma femme et mon autre fils préfèrent le shopping. Les clients sont aussi attirés par l'absence de taxes sur les vêtements comme sur les chaussures. L'État du Minnesota applique ce principe pour booster la consommation. Un rabais de 10% qui s'applique aussi sur les robes de mariée. D'ailleurs, dans la chapelle du Mall, près de 300 couples se disent oui chaque année. Cette jeune femme vient d'essayer sa robe. Il y a tout au même endroit, c'est super. Et vous savez, on est beaucoup moins cher que les autres églises. Cette Américaine juge tout à fait romantique de se marier dans un centre commercial. Plus loin, ce couple est venu passer ici tout le week-end avec leur fille. Les poupées sont du voyage. Toute la famille dort à l'hôtel, à l'intérieur du centre commercial. 2 jours. On reste 2 jours et 2 nuits. On va faire des courses. Et si le client est épuisé par cette ruche bourdonnante, il peut toujours aller se réfugier au sous-sol. Juste au-dessus de nous, il y a des gens qui achètent des pulls, des t-shirts. Et là, juste sous leurs pieds, ils ont des requins vivants, des tortues de mer. C'est le monde enchanté de cet aquarium du Minnesota. Ces attractions sont aussi un moyen efficace de concurrencer la vente par Internet. En faisant du shopping en ligne, le consommateur n'a aucune chance de voir, comme ici, des méduses savamment éclairées. Et à l'approche des fêtes de Noël chez nous en France, il est un succès qui ne se dément pas. Il est français, c'est le marché de Noël de Strasbourg, l'un des plus prisés d'Europe. Sylvie Vartan, la chanteuse, a lancé tout à l'heure les illuminations de cette 443e édition. Événement marketing aussi, 2 millions de visiteurs sont attendus jusqu'au 31 décembre. Et alors que débute, et oui, déjà, le premier grand week-end d'achat des cadeaux de Noël, cette question, jusqu'où faut-il aller pour faire plaisir aux enfants? Combien de cadeaux leur offrir? À qui fait-on plaisir le plus finalement? À eux ou à nous? Élément de réponse, Chloé Buffard, Ulysse Mathieu. C'est sa maman qui écrit la lettre. Messo, à 4 ans, n'a pas besoin d'aide pour choisir ses cadeaux. Qu'est-ce qu'on demande d'autre au Père Noël cette année? Un camion de babière. Poupée, tête à coiffer, maquillage, puzzle, la liste est longue. Je ne sais pas si le Père Noël il va pouvoir te ramener tout ce que tu as écrit sur la liste. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Pour Céline Vasse, chaque année c'est le même casse-tête. Faire plaisir à ses enfants tout en évitant l'avalanche de cadeaux. Ça peut arriver d'avoir un peu trop de cadeaux.
Donc j'essaye de demander aussi un petit peu de biens immatériels, des places de spectacle, des étrennes. Mais parfois, la famille veut vraiment offrir un cadeau, emballer. Soa devrait trouver sous le sapin au moins 5 cadeaux. Des présents de ses parents, grands-parents, oncles et tantes, avec le risque qu'elle ne joue pas avec tous. Elle a eu une petite tablette pour enfants et elle s'en est pas beaucoup servie. Donc on l'a donnée à son cousin au cours de l'année, histoire de faire un peu de rangement dans la chambre avant les nouveaux cadeaux de Noël. Petit Papa Noël. Alors faut-il limiter le nombre de cadeaux sous le sapin? Un excès de jouets nuit-il à l'éducation des enfants? Non pour cette psychologue, à condition que le besoin d'offrir ne dissimule pas certains problèmes. Parfois les parents qui peuvent être éventuellement un peu dans une culpabilité de ne pas être assez là, rattrapent, disons, ce qu'ils estiment ne pas avoir suffisamment donné à leurs enfants sur ce mode-là, de façon concrète. Offrir doit rester un geste désintéressé. À un mois de Noël, ils sont nombreux à chercher le cadeau utile, celui qui plaira aux enfants sans encombrer leur chambre. Des gâteaux ou des bonbons, ce genre de choses. Il y a des jeux éducatifs, plutôt que des babioles où ils en ont déjà assez à la maison qui traînent. Je les ai amenés au parc Astérix, Disneyland, oui. Un petit week-end, ouais, mais là c'est un secret, en fait, je peux pas en parler. Plus qu'un mois à attendre pour savoir. Cette année, les parents prévoient de dépenser 112 € par enfant, un budget en légère baisse par rapport à l'an dernier. Et il faudra aussi trouver les gâteaux utiles. Regardez, leur métier, pâtissier, leur passion, l'art, rencontre avec des chefs qui mélangent leur savoir-faire culinaire à leur goût pour la peinture ou la mode. Résultat, des pâtisseries uniques. Catherine Rougerie, Vivien Roussel et Claire-Marie Denis. Lui illumine les saveurs, elle sculpte les douceurs. 2 caractères, 2 itinéraires et une même passion, la création pâtissière. Nappage d'éclairs, assemblage au citron vert, lissage au chocolat. Thierry Mulopte, un chef pas tout à fait comme les autres. Passionné de peinture, il utilise sa ganache au chocolat comme un fond de toile. J'ai une tendresse toute particulière envers des œuvres de Soulages que j'aime beaucoup. On va dire qu'ils sont, quand on parle d'outre noir, des fois je parle d'outre brun parce que quand on est dans des cacaos vraiment très denses, on est très proche du noir. On plonge dans un univers qui est vraiment très, à la fois sombre mais sombre de beauté. Car cet ancien élève des Beaux-Arts conçoit ses gâteaux comme des tableaux, touche après touche. Vous êtes peintre ou pâtissier? Ah, là vous voyez, j'allie les deux. Hein. C'est vrai que là, je peins mon glaçage par-dessus en fait ces beaux agrumes. Résultat des créations culinaires où couleurs et saveurs ne font qu'un. Et maintenant, on va encore décorer avec quelques petits décors en chocolat et puis nos fameux zestes. Objectif de ce chef, mêler plaisir des yeux et du palais, 20 ans d'invention gustative. Une passion que partage Annie Connet. Elle est spécialiste des gâteaux sur mesure à base de pâte à sucre. Et cela démarre par l'assemblage de ces génoises, nappées d'une fine mousse à la framboise. Avant d'être pâtissière, Annie était styliste. Ces gâteaux, elle les confectionne comme des robes. Vous retrouvez vos gestes de votre ancien métier? Oui, c'est vraiment ça, c'est de la couture. La haute couture. Cette technique, elle l'a apprise en Angleterre, dans une école spécialisée. Si j'en ai une centaine, toutes sont travaillées de la même façon. Il faudrait que j'obtienne le même rendu final. Et après des heures de travail, voici le résultat. À déguster au choix théière, tasse ou cupcakes. Nous, sans hésiter, on a tranché. C'est une victoire pour les producteurs et distributeurs de cinéma. Ils ont obtenu de la justice que les fournisseurs d'accès bloquent certains sites de streaming sur lesquels on peut voir des films gratuitement. Une décision qui pourrait bien gêner les cinéphiles qui sont de plus en plus nombreux à se faire des toiles sur la toile. Manuel Tissier, Jean-François Monnier. Aujourd'hui, pour regarder un film ou une série, il suffit de quelques clics. Des milliers d'œuvres disponibles gratuitement, sans téléchargement. Le streaming, voilà ce que la justice veut interdire. Le tribunal de grande instance de Paris a décidé de bloquer l'accès à 4 sites hébergés à l'étranger. Allo Streaming, Allo Show TV, FIFOstream et dpstream.tv. Des sites qui réunissent près de 2 millions de visiteurs chaque mois.
Les internautes ne seront pas inquiétés, mais les fournisseurs d'accès et les moteurs de recherche comme Google vont devoir sévir. Lorsqu'un internaute tapera dans Google dpstream.tv, normalement, si les mesures sont appliquées, il ne devrait plus pouvoir avoir de réponse à sa recherche. Le blocage des sites doit être effectif dans les 15 jours, mais ne pourra excéder 12 mois. Sa mise en œuvre sera financée par les demandeurs, à savoir les ayants droit de l'audiovisuel. Le préjudice était trop élevé au vu du nombre d'adeptes de cette pratique tout à fait légale pour les consommateurs. Je télécharge pas en fait, donc je regarde pas en streaming. D'accord. Et vous savez que ça va être bientôt bloqué? Oui, mais bon, j'en profite tant que je peux et après on verra. À chaque grosse série qui sort, je vais me bouffer la série en 3 semaines en streaming et voilà. Plutôt que de bloquer, ils devraient chercher à développer des offres payantes, effectivement. Certaines associations ne font pas dans la demi-mesure pour condamner cette décision de justice. Exactement ce qui se fait en Chine pour protéger le régime politique, par exemple, ou dans d'autres pays autoritaires, on va imposer aux fournisseurs d'accès d'empêcher à leurs utilisateurs d'accéder à une partie d'Internet. Même s'ils la critiquent, sur le fond, les moteurs de recherche et les fournisseurs d'accès comme Orange, SFR ou Free devraient se plier au jugement. Un tarif unique à partir du 1er janvier, attention, pour les moins de 14 ans seulement dans les cinémas. Ce sera 4 € dans toutes les salles, tous les jours et pour toutes les séances. Ça ne marchera donc pas mercredi prochain pour la sortie de 20 Feet from Stardom. On ne connaît pas leur nom, mais leurs voix sont indissociables de celles des plus grandes stars de la chanson. Aujourd'hui, ce formidable documentaire rend hommage aux choristes. C'est en salle mercredi prochain, une mise en lumière, une histoire de la musique anglo-saxonne aussi. Marie-Jo Jouan, Claire-Marie Denis. Des choristes, voix sublimes, visages cachés derrière les rockstars, Sting, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, les Rolling Stones. La lumière est enfin mise sur ces héroïnes de l'ombre. Claudia Liner, l'une d'entre elles, était à Paris cette semaine pour présenter le film. Claudia Liner! Elle a commencé avec Ike et Tina Turner dans les années 60. Une Ikeette. Elle est au premier rang. Elle avait 18 ans. Je n'ai jamais imaginé une seconde d'être une leader. Mais petite, je rêvais d'être l'une des 3 ou 4 d'un groupe, comme les Supremes ou les Marvelettes ou un groupe comme ça. Et puis Joe Cooker, Mick Jagger l'ont engagée, tout comme d'autres choristes, Mary Clayton par exemple. Moment d'émotion, on la voit dans le film écouter sa propre voix avec Mick Jagger. Certaines choristes continuent, d'autres ont renoncé. L'âge d'or du R&B est derrière elles. Claudia Liner est aujourd'hui professeure d'espagnol à Los Angeles. Après la projection du film, c'est le public qui a joué les chœurs lorsqu'elle a chanté. Merci Paris.